Je m'appelle Emma et j'ai 32 ans. Le jour où j'ai trouvé le portefeuille de mon mari dans la chambre de ma sœur, je pensais savoir à quoi ressemblait la trahison. Mais alors que je me tenais là, fixant son alliance sur sa table de nuit, je n'avais aucune idée que l'aventure n'était que le début. Ce que j'étais sur le point de découvrir était bien pire que l'infidélité. C'était un plan calculé pour détruire tout ce que j'avais. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire sur l'endroit d'où vous venez. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires de trahison, de justice et de force pour se reconstruire. Le matin où Daniel est parti travailler, quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus au début, juste cette sensation lancinante dans ma poitrine, comme lorsque vous oubliez quelque chose d'important mais que vous ne vous rappelez plus quoi. Il m'a embrassé le front comme toujours, a pris son café comme toujours, mais ses yeux n'ont pas croisé les miens. Pas une seule fois. Et quand il a ramassé son portefeuille sur le comptoir, il le tenait différemment, plus serré, comme s'il avait peur que je voie à l'intérieur. « Tu vas bien ?» ai-je demandé, essayant d'avoir l'air décontracté. « Oui, juste en retard », a-t-il dit, déjà à moitié sorti. Mais il n'était pas en retard. Je l'avais regardé prendre son temps avec le petit déjeuner, faisant défiler son téléphone avec ce petit sourire secret que je ne reconnaissais pas. Quand la porte s'est refermée derrière lui, la maison semblait plus vide que d'habitude. Je suis restée là dans la cuisine, ma tasse de café me réchauffant les mains, me demandant pourquoi mon propre mari me semblait un étranger. Notre mariage allait bien. Pas parfait, mais bien. Nous avions eu nos moments difficiles au cours de la dernière année, de petites disputes à propos de rien, des nuits où nous nous couchions sans dire grand-chose. Je me suis dit que tous les couples traversaient des phases. Mais dernièrement, Daniel avait été distant d'une manière qui semblait délibérée, comme s'il s'éloignait exprès, créant un espace entre nous que je ne pouvais pas franchir, peu importe à quel point j'essayais. J'ai essayé de chasser la sensation alors que je me préparais pour la journée. Peut-être que je réfléchissais trop, peut-être que j'étais juste stressée par le travail. Mais en me brossant les dents et en fixant mon reflet, je ne pouvais pas ignorer la tension dans ma poitrine. Quelque chose était en train de changer sous la surface de ma vie. Et j'étais terrifiée de découvrir quoi. Vers midi, j'ai décidé de contacter ma sœur Chloé, adaptation de Chloé. Nous avions l'habitude de déjeuner ensemble tout le temps, juste nous deux, riant autour de salades et échangeant des histoires sur nos vies. Elle était ma meilleure amie, la personne qui me connaissait mieux que quiconque. Ou du moins, je le pensais. Je lui ai envoyé un texto. Déjeuner aujourd'hui, j'aurais besoin d'un moment entre sœurs. La réponse est venue rapidement. Je ne peux pas, aujourd'hui, déborder de travail. Une autre fois. C'était la 3e fois ce mois-ci qu'elle m'annulait. Chloé travaillait dans le marketing et je suis sûre qu'elle était occupée, mais elle n'avait jamais été trop occupée pour moi auparavant. Nous avions toujours pris du temps, l'une pour l'autre, même pendant ces délais les plus fous. La distance entre nous semblait nouvelle, inconfortable, comme une porte qui se fermait lentement et que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent. J'ai fixé son message, ressentant une piqûre que je ne pouvais pas nommer. Étais-je paranoïaque? Probablement, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander pourquoi tout le monde dans ma vie semblait soudainement juste hors de portée. En milieu d'après-midi, Daniel m'a envoyé un texto. « Travaille tard ce soir. Ne m'attends pas. » Je l'ai lu 3 fois. Il avait beaucoup travaillé tard récemment. Trop, en fait, mais c'était la façon dont il l'avait écrit qui me dérangeait. Froid, formel, il avait même utilisé un point à la fin, ce qu'il ne faisait jamais. Daniel était le genre de gars qui envoyait des textos tout en minuscules, avec beaucoup trop de points d'exclamation. Ce message semblait provenir de quelqu'un d'autre entièrement. J'ai essayé de l'appeler. Pas de réponse. J'ai envoyé un texto de suivi. Tout va bien? Rien. Juste le silence. J'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais mon esprit n'arrêtait pas de divaguer. J'ai ouvert mon ordinateur portable, sorti des feuilles de calcul, répondu à des emails, mais rien ne tenait. Mes pensées n'arrêtaient pas de tourner autour du comportement étrange de Daniel, de l'indisponibilité soudaine de Chloé et de ce sentiment rongeant que quelque chose n'allait fondamentalement pas. Vers 15 heures, j'ai rencontré ma meilleure amie, Léna, adaptation de Léna, pour un café. Elle m'a regardée et a froncé les sourcils. « Tu as l'air épuisée, a-t-elle dit, glissant dans la banquette en face de moi. J'ai menti. Juste une journée bizarre.
Léna m'a étudié un instant, puis a hésité. « Emma, je peux te demander quelque chose? » « Bien sûr. As-tu remarqué quelque chose d'étrange chez Daniel dernièrement? » Mon estomac s'est noué. « Pourquoi demandes-tu? » Elle s'est mordu la lèvre, clairement mal à l'aise. « Ben, j'ai vu sa voiture l'autre jour, mardi, je crois. Elle était garée sur la rue d'Érable, adaptation de Maple Street, juste là. J'ai failli faire signe, mais ensuite j'ai réalisé qu'il n'était pas dedans. Rue d'Érable. J'ai répété lentement. Oui, tu sais, près de l'appartement de Chloé. Léna a fini pour moi. Le visage de Léna a confirmé ce que je savais déjà. La rue d'Érable était à 2 pâtés de maison de l'endroit où vivait ma sœur. La voiture de mon mari, garée près de l'appartement de ma sœur un mardi après-midi, alors qu'il était censé être au travail. « Je suis sûre que ce n'est rien, » a dit Léna rapidement. Peut-être qu'il rendait visite à un client dans le coin ou quelque chose comme ça, mais sa voix ne semblait pas sûre, et moi non plus. J'ai quitté le café dans un état second, les mots de Léna résonnant dans ma tête. J'ai essayé de penser à des explications innocentes. Peut-être que Daniel s'était arrêté pour déposer quelque chose pour Chloé, peut-être qu'il faisait des courses à proximité. Mais plus j'essayais de rationaliser, plus les pièces commençaient à s'assembler d'une manière que je ne voulais pas reconnaître. Le nouveau parfum de Daniel, celui qu'il avait commencé à porter il y a 1 mois et qui sentait cher et inconnu. La façon dont il avait supprimé des messages textes, affirmant qu'il devait libérer de l'espace sur son téléphone. Les nuits tardives, la distance, les secrets, et Chloé, ma sœur, qui avait l'habitude de tout me dire, qui n'avait soudainement plus de temps. Pour moi. Je suis rentrée chez moi, les mains tremblantes sur le volant. Quand je me suis garée dans notre allée, la maison avait l'air la même que toujours. Pelouse soignée, volets blancs, la maison que nous avions achetée ensemble il y a 3 ans, mais elle se sentait différente maintenant, comme si je la voyais avec de nouveaux yeux. À l'intérieur, j'ai essayé de me distraire. J'ai nettoyé la cuisine, plié le linge, organisé la bibliothèque, mais rien n'a fonctionné. Mon esprit n'arrêtait pas de tourner, reliant des points que je voulais désespérément croire qu'ils n'étaient pas là. À 18 heures, j'ai appelé Daniel à nouveau. Cette fois, il n'a pas décroché, mais j'ai regardé les accusés de lecture sur mes messages. Il les lisait. Il ne répondait juste pas. C'est là que j'ai remarqué quelque chose. Mon téléphone était en train de mourir et mon chargeur n'était pas à son emplacement habituel près du lit. J'ai fouillé la maison, devenant de plus en plus frustrée, jusqu'à ce que je me souvienne que Chloé avait emprunté mon chargeur de rechange il y a quelques semaines. Elle en avait besoin pour un voyage de travail et avait promis de le rendre. La pensée de ce chargeur a déclenché quelque chose en moi, une raison, une excuse pour aller la voir. J'ai attrapé mes clés sans réfléchir et j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Chloé. Les rues se sont brouillées alors que j'essayais de calmer mon cœur battant. C'était ridicule. J'étais paranoïaque. J'allais arriver, prendre mon chargeur, peut-être avoir une discussion rapide et réaliser que je m'étais inquiétée pour rien. Mais quand je me suis arrêtée devant son immeuble, mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Les lumières de son appartement étaient faibles. Je pouvais les voir à travers la fenêtre, douces et basses, comme si elles essayaient de créer une ambiance. Le salon semblait impeccable à travers la vitre, presque mis en scène, trop parfait, trop calme. J'ai monté les escaliers lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Quand j'ai atteint sa porte, j'ai hésité, ma main planant au-dessus de la poignée. Une partie de moi voulait faire demi-tour et partir. Une partie de moi savait qu'une fois que j'aurais ouvert cette porte, tout changerait. J'ai frappé doucement. « Chloé ?» Pas de réponse. J'ai essayé la poignée. Déverrouillée, j'ai poussé la porte et suis entrée. « Chloé, c'est moi. » Toujours rien. L'appartement semblait étrangement immobile, comme s'il retenait son souffle. J'ai traversé le salon, devant le canapé immaculé et la table basse avec sa seule bougie décorative. Tout semblait normal, trop normal. Je me suis dit de partir, d'envoyer un texto à Chloé et de demander le chargeur plus tard, mais mes pieds continuaient de bouger, me portant dans le couloir vers sa chambre. Un instinct que je ne pouvais pas nommer me poussait en avant, même si mon esprit me criait d'arrêter. J'ai atteint la porte de sa chambre et j'ai marqué une pause. De l'intérieur, j'ai entendu quelque chose, un son faible, à peine audible. Des voix calmes et chuchotées, comme des gens essayant de ne pas être entendus. Ma main tremblait alors que j'atteignais la poignée de porte.
Chaque pensée rationnelle me disait de m'éloigner, de laisser ça tranquille, de me protéger de ce que j'étais sur le point de trouver. Mais je ne pouvais pas. Je devais savoir. J'ai ouvert la porte. Et là, sur la table de nuit de Chloé, juste à côté de sa lampe et d'un verre de vin à moitié vide, se trouvait le portefeuille de Daniel. Et à côté, brillant dans la faible lumière, se trouvait son alliance. Le monde s'est arrêté. Je suis restée figée dans l'embrasure de la porte, fixant ce portefeuille et cette alliance comme s'ils étaient des objets d'une autre dimension. Mon cerveau a essayé désespérément de donner un sens à ce que je voyais, de trouver une explication innocente qui rendrait cela acceptable. Peut-être que Daniel s'était arrêté plus tôt et les avait oubliés. Peut-être que Chloé les gardait en lieu sûr. Peut-être que c'était tout un malentendu bizarre qui aurait un sens une fois que quelqu'un me l'aurait expliqué. Mais l'alliance a détruit toutes les excuses que mon esprit essayait de créer. Daniel n'enlevait jamais son alliance. Jamais. Il m'avait dit une fois qu'elle le faisait se sentir nu sans elle, qu'il aimait son poids, lui rappelant qu'il était marié avec moi. Et maintenant, elle était sur la table de nuit de ma sœur comme si elle ne signifiait rien du tout. De quelque part derrière la porte de la salle de bain, j'ai entendu des voix, calmes, intimes. L'une était sans équivoque celle de Chloé, ce rire qu'elle faisait quand elle flirtait, haletant et théâtral. L'autre voix était plus basse, masculine, disant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. « S'il te plaît, que ce soit quelqu'un d'autre », ai-je pensé désespérément. « S'il te plaît, que ce soit Adam, son fiancé. S'il te plaît, que ce soit n'importe qui sauf. » Mais je savais au fond de mes os, je savais déjà. Ma main s'est déplacée vers mon téléphone dans ma poche. Au lieu d'entrer en force, au lieu de crier et de les confronter, quelque chose en moi a changé. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de certitude. Je devais être absolument sûre avant de faire exploser toute ma vie. J'ai reculé doucement de la chambre, mon cœur tambourinant si violemment que je pensais qu'il l'entendrait à travers les murs. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai appuyé sur « Enregistrer », le tenant vers la porte de la salle de bain. La voix de Chloé est passée clairement. Il faut faire vite. Elle pourrait arriver d'une minute à l'autre. Mon estomac s'est glacé. Une voix d'homme a répondu, étouffée mais audible. « Elle ne viendra pas. » Je lui ai dit que je travaillais tard. Daniel. C'était la voix de Daniel. J'ai pressé ma main contre ma bouche pour m'empêcher de faire du bruit. Le téléphone tremblait dans ma prise alors que je continuais d'enregistrer, capturant chaque mot, chaque seconde terrible de confirmation. J'ai reculé de la chambre avec précaution, doucement, comme si je désamorçais une bombe. Mon esprit criait, ma vision brouillée par des larmes que je refusais de laisser tomber. Mais je me suis forcée à bouger lentement, délibérément. Je devais sortir avant qu'il ne me voie, avant qu'il ne sache que je savais. Dans la cuisine, j'ai remarqué des détails que j'avais manqués lorsque j'étais entrée pour la première fois. 2 verres à vin près de l'évier, tous deux à moitié vides et tachés. L'un avec du rouge à lèvres et l'autre sans. Une chemise d'homme drapée sur le dossier d'une chaise de salle à manger, gris foncé, d'allure coûteuse, exactement le genre que Daniel avait commencé à acheter récemment. Et ce parfum, son parfum, planant dans l'air comme une preuve que je pouvais respirer. Tout s'est mis en place avec une clarté écœurante. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. Cela durait depuis un moment, assez longtemps, pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils deviennent négligents, pour laisser des morceaux de leur trahison éparpillés comme s'ils possédaient l'espace ensemble. Ma sœur et mon mari, ma sœur et mon mari. La pensée se répétait dans mon esprit comme un disque rayé, chaque répétition enfonçant le couteau plus profondément dans ma poitrine. J'ai sorti mon téléphone à nouveau, mes mains plus stables maintenant, alimentées par quelque chose de plus froid que le choc. J'ai fait défiler jusqu'au numéro d'Adam, adaptation d'Adam, le fiancé de Chloé, l'homme qui l'aimait, qui prévoyait de l'épouser dans 6 mois, qui n'avait aucune idée que sa future femme était dans cette salle de bain avec mon mari. J'ai tapé rapidement « Il faut que tu viennes ici, maintenant ». Appartement de Chloé, j'ai cliqué sur « Envoyer » avant de pouvoir me remettre en question. Sa réponse est venue en quelques secondes. « Qu'est-ce qui c'est qui? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle va bien? » J'ai fixé le message, la gorge serrée. Comment pouvais-je expliquer cela? Comment pouvais-je lui dire que non, elle n'allait pas bien, que nous n'allions bien aucun de nous,
que tout ce que nous pensions savoir était un mensonge, j'ai tapé. Viens juste. S'il te plaît, ne lui dis pas que je t'ai envoyé un texto. Une autre pause, plus longue cette fois. Puis, je suis à 10 minutes. Emma, tu me fais peur. J'ai peur aussi, ai-je répondu. Puis j'ai ajouté, ne rentre pas seul, attends-moi dehors. Je ne pouvais pas le laisser entrer sans préparation. Je ne pouvais pas le laisser vivre cette même torsion de couteau de la découverte sans quelqu'un là qui comprenne. Nous étions tous deux victimes de la même trahison, et en quelque sorte, cela nous rendait alliés. Je me suis glissée hors de l'appartement aussi doucement que j'étais entrée, fermant la porte avec à peine un clic. Dans le couloir, j'ai pressé mon dos contre le mur et je me suis finalement permis de le sentir. Le choc, l'incrédulité, le poids accablant de ce que je venais de découvrir. Mais je ne pouvais pas m'effondrer. Pas encore. Pas ici. J'ai descendu les escaliers et me suis tenue devant l'immeuble, l'air frais du soir me frappant le visage comme une gifle. Mon téléphone a vibré. Adam appelait. J'ai répondu. « Je suis presque là », a-t-il dit, sa voix serrée par l'inquiétude. « Emma, qu'est-ce qui se passe? »« Quand tu arriveras, je te montrerai, » ai-je dit doucement. « Mais Adam, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. »« Désolée pourquoi? » Sa voix s'est légèrement brisée. « Emma, tu me fais paniquer. »« Je sais, juste, arrive. » J'ai mis fin à l'appel et j'ai attendu, regardant les fenêtres de l'appartement de Chloé, comme si elles pouvaient exploser à tout moment. Je pouvais voir du mouvement à travers le verre dépoli. Deux ombres, trop proches l'une de l'autre, bougeant d'une manière qui me donnait la nausée. Les minutes semblaient des heures. Je me tenais là, froide et engourdie, rejouant tout dans ma tête. Chaque moment étrange des derniers mois prenait soudain un sens horrible. La distance de Daniel, les excuses de Chloé, la façon dont ils agissaient m'ont tous les deux comme si j'étais le problème, comme si j'étais exigeante ou paranoïaque pour vouloir leur temps et leur attention. Ils m'avaient fait sentir folle. Ils m'avaient fait douter de moi et pendant tout ce temps, ils faisaient ça. La voiture d'Adam s'est arrêtée rapidement, les pneus crissant légèrement alors qu'il se garait. Il a sauté, l'air frénétique et pâle. « Emma !» J'ai brandi le portefeuille et l'alliance de Daniel. Je les avais prises en partant, incapable de les laisser là comme preuve de ma propre stupidité. Adam les a fixés, son visage devenant blanc. « Non, non, ce n'est pas. » « C'était sur sa table de nuit, » ai-je dit doucement. « Et ils sont là, ils sont ensemble en ce moment. » Sa bouche s'est ouverte et fermée, aucun son n'en sortant. Je l'ai regardé assimiler. J'ai vu la même séquence de déni et de réalisation que je venais de traverser s'abattre sur ses traits. « Je les ai entendus, » ai-je continué, ma voix stable malgré tout. « Je l'ai enregistré. Ils sont dans la salle de bain. Ils pensent que nous ne savons pas. » Les mains d'Adam se sont crispées en poing, sa mâchoire serrée si fort que je pouvais voir les muscles sauter. « Je vais le tuer. »« Non, » ai-je dit fermement. « Tu vas frapper à cette porte et nous allons les forcer à faire face à ce qu'ils ont fait. » Il m'a regardé, les yeux flamboyants de blessure et de fureur. Puis il a hoché la tête une fois, sec et décisif. Nous avons monté les escaliers ensemble, deux personnes unies par la trahison. La respiration d'Adam était irrégulière à côté de moi, tout son corps vibrant de rage à peine contenue. Quand nous avons atteint la porte, il n'a pas hésité. Il a frappé dessus avec son poing, assez fort pour faire trembler le cadre. « Chloé !» a-t-il crié. « Ouvre la porte !» De l'intérieur, nous avons entendu des bousculades, des voix paniquées, des choses qui se renversaient, les bruits de personnes essayant désespérément de se rendre présentables pour cacher ce qui ne pouvait plus l'être. Adam a frappé à nouveau. « Je sais que vous êtes là-dedans. Ouvrez cette porte immédiatement. » Je me tenais légèrement derrière lui, mon cœur battant la chamade, chaque muscle de mon corps tendu. Une partie de moi voulait fuir. Une partie de moi voulait prétendre que je n'avais jamais vu ce portefeuille, jamais entendu ces voix, jamais ouvert cette porte, qui ne pouvait plus être refermée. Mais je suis restée parce que j'avais besoin de voir leur visage. J'avais besoin qu'ils sachent que je savais. La porte s'est ouverte. Chloé se tenait là, les cheveux en désordre, la chemise mal boutonnée, le visage vidé de toute couleur. Ses yeux se sont écarquillés quand elle a vu Adam, puis plus encore quand elle m'a vu derrière lui. « Adam » a-t-elle haleté. « Emma, ce n'est pas. » « Où est-il »
La voix d'Adam était mortellement silencieuse. La bouche de Chloé s'est ouverte et fermée comme un poisson. Derrière elle, je pouvais voir dans l'appartement. Et là, émergeant de la chambre, se trouvait Daniel, chemise à moitié boutonnée, cheveux ébouriffés, son visage un masque d'horreur pure quand il nous a vus debout dans l'embrasure de la porte. Nos yeux se sont rencontrés à travers l'espace. À ce moment, j'ai tout vu. Sa culpabilité, sa peur, sa ruée désespérée pour une explication qui n'arriverait jamais. « Emma », a-t-il murmuré, faisant un pas en avant. « Emma, je peux expliquer. »« Ne le fais pas », ai-je dit, ma voix étonnamment calme. « Ne t'avise pas ?» L'appartement est devenu une cocotte minute. Adam a bousculé Chloé, ses mains tremblantes, son visage rouge de rage et de larmes qu'il se battait pour retenir. Chloé a trébuché en arrière, sa bouche s'ouvrant et se fermant alors qu'elle essayait de former des mots qui ne venaient pas. Daniel se tenait figé près de l'embrasure de la chambre, une main toujours sur les boutons de sa chemise, comme s'il avait été pris à mi-mouvement sur une photographie. Il m'a fixé avec ses yeux que j'avais aimés pendant 5 ans, et j'ai vu un étranger me regarder. Depuis combien de temps? La voix d'Adam a coupé le silence comme une lame. Il s'est tourné vers Chloé, tout son corps vibrant. Depuis combien de temps ça dure? Adam, s'il te plaît. Chloé a tendu la main vers lui, mais il s'est écarté de son toucher comme si elle l'avait brûlé. Ne me touche pas, a-t-il crié. Ne t'avise pas de me toucher. Daniel a finalement bougé, faisant un pas prudent vers moi. Emma, si seulement tu me laissais expliquer. Expliquer quoi? Ai-je demandé, et ma voix est sortie froide. Plus froide que je ne m'étais jamais entendue. Expliquer pourquoi ton alliance était sur la table de nuit de ma sœur. Expliquer pourquoi tu me mens depuis des mois. Expliquer quelle partie, Daniel. Il a tressailli au son de son nom. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Cela sonnait creux et brisé. Ce n'est pas ce que je pense. J'ai trouvé ton portefeuille. Je vous ai entendu. Je vous ai enregistré disant que je ne viendrai pas parce que tu m'as dit que tu travaillais tard. Alors, s'il te plaît, dis-moi ce que je suis censée penser. Chloé a commencé à pleurer bruyamment, des sanglots dramatiques. Qui, il était une fois, m'aurait fait courir pour la réconforter. Maintenant, il me rendait juste malade. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, a-t-elle gémi. C'est juste arrivé. Tais-toi. Adam s'est retourné contre elle, son visage tordu de douleur. Tais-toi avec tes excuses. Tu portes ma bague de fiançailles pendant que tu couches avec son mari. Chloé a baissé les yeux sur sa main comme si elle avait oublié que la bague était là. Elle a essayé de l'enlever, la tâtonnant désespérément, mais Adam lui a attrapé le poignet. « Ne le fais pas, a-t-il dit doucement. Je la prendrai quand je serai prêt. Pour l'instant, je ne supporte même pas de te regarder. » Il l'a relâché et s'est tourné vers Daniel, qui a fait un pas en arrière instinctif. Pendant 1 seconde, j'ai pensé qu'Adam pourrait réellement le frapper. Une partie de moi le voulait. « Tu as 5 secondes pour sortir de cet appartement avant que je ne fasse quelque chose que je regretterais, » a dit Adam, sa voix stable mais létale. Daniel m'a regardé à la place, ses yeux suppliants. « Emma, s'il te plaît, pouvons-nous juste parler seuls? » Non, ai-je dit simplement. Emma, j'ai dit non. Quelque chose dans mon ton a finalement dû l'atteindre parce qu'il a cessé de tendre la main vers moi. Ses mains sont tombées à ses côtés, impuissantes et vides. Cela ne voulait rien dire. Il a essayé à nouveau, sa voix désespérée. C'était une erreur. Une stupide erreur. Des mois, ai-je interrompu, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Des mois d'erreur, parce que c'est ce que c'était, n'est-ce pas? Pas une erreur, pas une nuit. Des mois où tu l'as choisi à ma place. Des mois où tu m'as menti en face. Des mois où tu as planifié cela pendant que j'étais à la maison, à penser que nous allions bien. Ma voix s'est brisée au dernier mot, et je me suis détestée pour cela. Je ne voulais pas pleurer devant eux. Je ne voulais pas qu'ils voient à quel point ils m'avaient détruite. Chloé s'est effondrée sur son canapé, pleurant toujours. Emma, tu es ma sœur. S'il te plaît, tu dois comprendre. Comprendre quoi? Je me suis dirigée vers elle, lentement, délibérément. Comprendre comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu me regarder dans les yeux tous les jours et mentir? Comment tu as pu annuler nos déjeuners parce que tu étais trop occupée à coucher avec mon mari?
Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Ce n'était pas comme ça. Alors, c'était comment, Chloé? Dis-moi, fais-moi comprendre comment ma propre sœur a pu me trahir comme ça. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire. Aucun mot n'existait qui rendrait cela acceptable. Daniel a essayé une fois de plus. Emma, je t'aime. Ne dis pas ça. J'ai levé la main, l'arrêtant. Tu n'as plus le droit d'utiliser ce mot, mais je le fais. Tu ne le fais pas. Ma voix a résonné sur les murs. Tu ne m'aimes pas. Tu ne mens pas aux gens que tu aimes. Tu ne trahis pas les gens que tu aimes. Tu ne voles pas de l'argent sur des comptes conjoints pour payer des chambres d'hôtel avec quelqu'un d'autre quand tu les aimes. Son visage était devenu encore plus pâle. Tu es au courant pour. Je suis au courant de tout. Daniel, j'ai vérifié nos relevés bancaires. J'ai vu les virements sur le compte de Chloé. J'ai trouvé les reçus. Pensais-tu vraiment que je ne remarquerais pas des milliers d'euros, adaptation de dollars, disparaître? La tête d'Adam s'est tournée vers Chloé. Il t'a donné de l'argent? Elle ne voulait pas le regarder. De nouvelles larmes coulaient sur ses joues, mais elle est restée silencieuse. « Réponds-moi » a exigé Adam. « Il t'a donné notre argent. Pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer notre mariage, tu prenais de l'argent de lui, mon? »« Ce n'était pas comme ça, » a-t-elle chuchoté. « Alors c'était comment ?» a-t-il crié. « Parce que d'où je suis, on dirait que vous deux planifiez ça depuis un moment. On dirait que je n'ai été qu'un imbécile payant pour un mariage avec une femme qui n'a jamais été vraiment à moi. » L'appartement semblait trop petit, trop chaud, trop suffocant. Je pouvais entendre des voisins bouger dans le couloir à l'extérieur, écoutant probablement chaque mot. Une partie de moi était mortifiée, une partie de moi était contente. Laissez-les entendre, laissez tout le monde savoir ce que ces deux-là avaient fait. « Je pars », ai-je dit brusquement. Je ne pouvais plus être dans cette pièce à respirer le même air qu'eux. Daniel s'est déplacé pour bloquer la porte. « Emma, attends. »« Bouge », ai-je dit doucement. « Laisse-moi juste expliquer. »« Bouge, Daniel, ou je jure devant Dieu. J'appellerai la police et leur dirai que tu me retiens ici contre ma volonté. » Il a cherché mon visage, cherchant quelque chose. Le pardon, peut-être? Ou un signe que cela pouvait être réparé. Quoi qu'il cherchait, il ne l'a pas trouvé. Il s'est écarté. J'aimais marcher devant lui, devant Chloé, pleurant toujours sur le canapé, devant les preuves de leur trahison éparpillées autour de l'appartement. Adam m'a suivi, mais Daniel m'a attrapé le bras dans le couloir, sa prise désespérée. « S'il te plaît, Emma, s'il te plaît. » Ça ne voulait rien dire. C'est juste arrivé. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, puis sur son visage. « Tu as choisi ça, » ai-je dit doucement. Chaque fois que tu venais ici, au lieu de rentrer à la maison vers moi, tu as choisi ça. Chaque fois que tu as menti sur le fait de travailler tard, tu as choisi ça. Chaque fois que tu m'as regardé dans les yeux et m'as fait sentir folle de poser des questions, tu as choisi ça. Alors ne me dis pas que c'est juste arrivé. Tu l'as fait arriver. J'ai retiré mon bras et j'ai continué à marcher. Derrière moi, je l'ai entendu commencer à suivre. Mais Adam s'est interposé entre nous. « Ne le fais pas », a averti Adam. « Juste, ne le fais pas. » Je suis arrivée en bas des escaliers et sur le parking avant que mes jambes ne commencent à trembler. Je me suis appuyée contre ma voiture, avalant l'air, essayant de me maintenir. Des portes s'ouvraient dans l'immeuble. Des visages sont apparus aux fenêtres. Des voisins que j'avais rencontrés aux fêtes de Chloé. Des gens qui nous connaissaient tous les deux, regardant le drame se dérouler avec une curiosité morbide. Adam a émergé un instant plus tard, son visage dévasté. Il a marché devant Daniel, qui nous avait suivis en bas, et est allé directement à sa voiture. Puis il s'est arrêté et s'est retourné. « L'alliance » a-t-il dit à Chloé, qui était apparue dans l'embrasure de la porte. « Je la veux maintenant. » Elle l'a enlevée avec des mains tremblantes et l'a tendue. Adam s'est approché, l'a prise sans la toucher et l'a fourrée dans sa poche. « Oh, c'est fini » a-t-il dit simplement. Puis à moi, « Emma, as-tu besoin de quelqu'un pour te suivre chez toi? Assure-toi d'arriver en toute sécurité. » J'ai secoué la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. « Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose, » a-t-il dit. « N'importe quoi. Nous sommes dans le même bateau maintenant. » J'ai hoché la tête. Il est parti, me laissant seule avec Daniel sur le parking. « Emma, » Daniel a commencé. « Rentre à l'intérieur, Daniel, » ai-je dit avec lassitude. « Retourne vers elle. »
C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Non, je te veux. Je veux rentrer à la maison. Nous n'avons plus de maison, ai-je dit. Tu l'as détruite. Je suis montée dans ma voiture et j'ai verrouillé les portes. Daniel s'est resté dehors, parlant, suppliant, sa voix étouffée à travers la vitre. Je n'ai rien entendu. J'ai juste démarré le moteur et je suis partie, le regardant rétrécir dans mon rétroviseur jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Le trajet du retour a été flou. Je ne me souviens pas de la majeure partie. Je me souviens juste d'être entrée dans notre allée. Mon allée maintenant, me suis-je corrigée, et de rester assise dans la voiture pendant ce qui a semblé être des heures. Quand je suis finalement entrée, le silence était insupportable. Chaque pièce contenait des souvenirs d'une vie que je pensais construire. Un mariage que je pensais réel. La cuisine où nous avions pris le café ce matin. Le canapé où nous avions regardé des films. Le lit où il m'avait tenue et m'avait dit qu'il m'aimait. Tout cela se sentait contaminé maintenant, ruiné. J'ai marché à travers la maison dans un état second, ne touchant à rien. Regardant juste les restes de ma vie comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Dans la salle de bain, je me suis aperçue dans le miroir, pâle, les yeux creux, une étrangère portant mon visage. C'est là que j'ai finalement craqué. J'ai glissé le long du mur de la salle de bain et j'ai sangloté. D'énormes pleurs haletants qui me déchiraient dans la poitrine. J'ai pleuré pour mon mariage, j'ai pleuré pour ma sœur, j'ai pleuré pour la vie que je pensais avoir et l'avenir que je pensais attendre. Mais surtout, j'ai pleuré parce que j'ai réalisé que j'étais seule depuis des mois. Je ne le savais juste pas encore. Je me suis réveillée sur le sol de la salle de bain. Mon téléphone disait qu'il était 3 heures du matin. Mon visage était enflé, ma gorge irritée par les pleurs. Pendant un moment béni, je ne me suis pas souvenue. Puis tout est revenu en force. Je me suis relevée et j'ai trébuché jusqu'à la chambre. Le lit semblait trop grand, trop vide. Je ne pouvais pas me résoudre à y dormir. Au lieu de cela, je suis allée dans la chambre d'amis et me suis effondrée sur les couvertures, toujours entièrement vêtue. Le sommeil n'est pas venu. Je suis restée allongée là, fixant le plafond, regardant les ombres se déplacer sur les murs au passage des voitures à l'extérieur. Mon esprit parcourait tout à toute vitesse, rejoint des moments que j'avais ignorés ou écartés, les voyant maintenant à travers cette nouvelle horrible lentille de clarté. Vers 5 heures, j'ai complètement renoncé au sommeil. Je suis descendue et j'ai fait du café avec des mains tremblantes. La maison se sentait différente, dans l'obscurité de l'aube. Plus comme une maison, mais comme une scène de crime. Des preuves partout, le regard d'une vie qui avait été un mensonge. L'ordinateur portable de Daniel était toujours sur le comptoir de la cuisine où il l'avait laissé hier matin. Il ne le verrouillait jamais, le laissait toujours ouvert à son email ou à tout ce sur quoi il travaillait. Je l'ai fixé pendant longtemps, avant de l'ouvrir finalement. Je me suis dit que je n'espionnais pas. Je cherchais la vérité, et mon Dieu, je l'ai trouvé. Son email était une mine d'or de trahison. J'ai commencé par l'évidence, en cherchant le nom de Chloé. Ce que j'ai trouvé m'a donné la nausée. Des reçus, des dizaines, des hôtels dont je n'avais jamais entendu parler, des restaurants où je n'étais jamais allée, des cadeaux que je n'avais jamais reçus, tous facturés sur notre carte de crédit conjointe, celle que nous utilisions pour les dépenses ménagères. Et les virements, mon Dieu, les virements, des centaines d'euros, adaptation de dollars, parfois des milliers, envoyés directement sur le compte de Chloé avec des étiquettes comme prêt et aide. Mais ce n'était pas seulement l'argent, c'était la chronologie. Le premier reçu d'hôtel était daté d'il y a 6 mois. 6 mois. Ce n'était pas une erreur récente ou un moment de faiblesse. Cela durait depuis 6 mois, peut-être plus. 6 mois de planification, de coordination des horaires, de construction d'une vie secrète ensemble, pendant que je continuais ma journée en pensant que tout allait bien. J'ai fait défiler ses SMS ou ce qu'il en restait. Il avait supprimé des conversations, mais il en avait manqué quelques-unes, assez pour peindre un tableau que j'aurais aimé ne pas voir. Daniel à Chloé. Elle ne se doute de rien. Nous sommes en sécurité. Chloé à Daniel. Je me sens mal parfois? C'est ma sœur. Daniel à Chloé. Alors nous serons plus prudents. Je ne peux pas abandonner ça. Je ne peux pas t'abandonner. J'ai lu ces mots encore et encore. Mon café est devenu froid dans ma main. Je ne peux pas t'abandonner. Comme si j'étais l'obstacle. Comme si j'étais le problème qui devait être géré. Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter. C'était Léna.
Je n'arrivais pas à dormir, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Comment tu tiens le coup? Je ne tiens pas, ai-je admis. Ma voix sonnait creuse. Léna, c'est tellement pire que ce que je pensais. Ils font ça depuis des mois. Ils lui donnaient de l'argent, notre argent. Oh, Emma! Sa voix s'est brisée d'empathie. J'arrive. Non, il est trop tôt. Je suis déjà dans ma voiture? Elle a raccroché avant que je puisse argumenter. 20 minutes plus tard, elle était à ma porte avec du café et des bagels, m'a regardé et m'a tiré dans un câlin qui m'a fait recommencer à pleurer. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine pendant que je lui montrais tout. Les reçus, les virements, les SMS. Son visage est devenu plus sombre à chaque nouvelle preuve. Cela va au-delà d'une simple liaison, a-t-elle dit finalement. Emma, il te volait. Ce n'est pas de l'amour ou de la passion ou tout ce qu'il va essayer de prétendre. C'est calculé, c'est criminel. Je n'y avais pas pensé de cette façon, mais elle avait raison. Il avait utilisé notre compte jointe, de l'argent que j'avais gagné, de l'argent dont je lui avais fait confiance, pour financer sa trahison. Les chambres d'hôtel où il couchait avec ma sœur, les cadeaux qu'il lui achetait, les prêts qu'il lui avait donnés sans me demander. « Tu as besoin d'un avocat », a dit Léna. Comme hier, tu dois te protéger financièrement avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Mon téléphone a vibré, un texto de Daniel. S'il te plaît, appelle-moi, nous devons parler. Je t'aime, je l'ai montré à Léna. Elle a attrapé mon téléphone et a bloqué son numéro avant que je ne puisse l'arrêter. Tu n'as pas besoin d'entendre ces excuses maintenant, a-t-elle dit fermement. Tu as besoin de trouver ta prochaine étape. Pendant que Léna préparait le petit déjeuner, j'ai continué à fouiller dans l'ordinateur portable de Daniel. J'ai trouvé un dossier étiqueté projet de travail que je n'avais jamais remarqué auparavant. À l'intérieur se trouvaient des documents qui n'avaient rien à voir avec le travail. Des relevés financiers, des informations sur les comptes banques d'épargne et quelque chose qui m'a glacé le sang. Une comparaison des prix des appartements en ville, tous enregistrés il y a 3 mois. Il avait prévu de partir, de déménager, de planifier toute une vie sans moi avant même que je sache que quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée s'est ouverte. J'ai entendu la clé de Daniel dans la serrure. C'est pas dans le couloir. Emma, a-t-il appelé. Je sais que tu es là. Ta voiture est dans l'allée. S'il te plaît, nous devons parler. Léna s'est levée, se positionnant entre moi et l'embrasure de la cuisine. Elle ne veut pas te parler. Daniel est apparu, l'air pire que je ne l'avais jamais vu. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Ses vêtements les mêmes que ceux qu'il portait hier. Ses cheveux hérissés en touffes désordonnées. Il m'a regardé avec un espoir désespéré qui est certes mort quand il a vu mon visage. Emma. Va-t'en, ai-je dit doucement. C'est ma maison aussi. Va-t'en, Daniel, ou j'appelle la police. Je veux juste expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. J'ai tout trouvé. Les hôtels, l'argent, les plans pour déménager. Je sais, Daniel. Je sais tout. Son visage s'est effondré. Je peux arranger ça. Je vais rompre avec Chloé. Je ferai tout ce que tu veux. J'irai en thérapie. Tu vas partir, ai-je dit. Tout de suite. Je te veux hors de cette maison. Emma. Il a reculé, les mains levées. D'accord, d'accord. Mais ce n'est pas fini. Nous n'avons pas fini. Je t'aime. Arrête de dire ça, ai-je dit, ma voix se brisant. Tu n'as plus le droit de dire ça. Il est parti. J'ai entendu la porte se fermer, j'ai entendu sa voiture démarrer dans l'allée. Puis le silence. Léna s'est assise à côté de moi, me prenant la main. « Tu as fait ce qu'il fallait. » « Alors pourquoi ça fait si mal? » « Parce que tu l'aimais, parce que tu lui faisais confiance, parce qu'il était censé être dans ton équipe et qu'il t'a trahi de la pire façon possible. » Mon téléphone a vibré à nouveau, un numéro différent cette fois. L'amie de Chloé, Mara, adaptation de Mara. « Puis-je t'appeler ?» disait le texto. Je l'ai rappelé. Mara a répondu immédiatement, sa voix hésitante et peinée. « Emma, je suis tellement désolée. J'ai hésité à t'appeler pendant des semaines. Je pensais peut-être que je me trompais. Peut-être que j'interprétais trop les choses, mais après, hier soir. » Elle a pris une inspiration tremblante. « Il faut que tu saches que ce n'était pas la première fois pour Chloé. »« Que veux-tu dire? » ?»« Elle a un schéma, » a dit Mara prudemment. « Elle a toujours été en compétition avec toi, même quand nous étions enfants. Elle voulait tout ce que tu avais. Tes notes, tes amis, ta vie. Je pensais
Je pensais qu'elle avait grandi, a-t-elle poursuivi. Mais elle n'a pas grandi, elle a été jalouse de toi toute sa vie. Ce n'est pas logique, ai-je protesté. Je n'ai jamais été en compétition avec elle, je l'ai toujours soutenue. Je sais que tu l'as fait. Mais pour Chloé, ton bonheur était un rappel de ce qu'elle pensait ne pas avoir. Et quand tu t'es mariée avec Daniel, mon Dieu Emma, elle parlait constamment de lui. À quel point il était parfait. À quel point tu étais chanceuse. Je pensais que c'était juste des conversations entre sœurs, tu sais. Mais en y repensant, elle a planifié ça. Ai-je dit lentement, la réalisation me frappant. Elle s'est lancée après lui délibérément. Je pense que oui, a admis Mara. Et je pense que Daniel était assez faible pour la laisser faire. Je suis tellement désolée, Emma. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans un silence stupéfait. Il ne s'agissait pas seulement de la trahison de Daniel. Il s'agissait de toute une vie de ressentiment de ma sœur, culminant par le vol ultime. Prendre l'homme que j'aimais. Un autre texto est arrivé, cette fois d'Adam. Il m'avait envoyé des captures d'écran, des messages qu'il avait trouvés sur l'iPad de Chloé, qu'elle avait oublié de supprimer. Je les ai ouverts, sachant que je le regretterais, mais incapable de m'arrêter. Chloé à Daniel. Elle est tellement naïve. Elle pense vraiment que nous traversons juste une période difficile. Daniel à Chloé. C'est plus facile comme ça. Quand je serai prête à partir, ce sera plus propre si elle ne se doute de rien. Chloé à Daniel. Parfois, je me sens mal pour elle, mais ensuite je me souviens à quel point sa vie a toujours été facile. Daniel à Chloé. Elle a eu sa chance de me rendre heureux. Elle a échoué. Ce n'est pas notre faute. J'ai lu chaque message, chacun d'eux un nouveau couteau dans mon dos. Ils s'étaient moqués de moi, se moquant de ma confiance, planifiant ma douleur pendant que je continuais ma vie. Pensant que mon mari m'aimait et que ma sœur était ma meilleure amie. La dernière capture d'écran était la pire. Chloé à Daniel. Je t'aime. Quand tout cela sera terminé et qu'Emma sera hors jeu, nous pourrons enfin être ensemble pour de vrai. Daniel à Chloé. Je t'aime aussi. Bientôt. Je promets. J'ai laissé tomber mon téléphone comme s'il m'avait brûlé. Léna l'a ramassé, a lu les messages et m'a immédiatement tiré dans ses bras alors que je m'effondrais à nouveau. Mais il se mérite, a-t-elle dit avec ferveur. Ils méritent chaque descente, chaque moment misérable qu'ils vont avoir quand ils réaliseront ce qu'ils ont détruit. Mais je l'ai à peine entendu. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était cette phrase. Emma sera hors jeu. Comme si j'étais un obstacle à retirer. Comme si je n'étais rien. La trahison n'était pas seulement que Daniel avait triché, c'était qu'il ne m'avait jamais aimée du tout. Et ma sœur, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde après mon mari, ne m'avait jamais vue comme autre chose qu'une compétition à vaincre. J'étais seule, vraiment complètement seule d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant, et je n'avais aucune idée de comment j'allais survivre. Le lendemain matin, je ne pouvais pas dormir. Mon esprit n'arrêtait pas de revenir à ses relevés bancaires, à l'argent manquant, au schéma que j'avais été trop confiante pour remarquer auparavant. À 3 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à creuser plus profondément. Ce que j'ai trouvé a fait paraître la liaison presque triviale en comparaison. Au cours des 6 derniers mois, Daniel avait retiré près de 15 000 €, adaptation de 15 000 € de notre compte jointe. Les transactions étaient assez petites pour ne pas déclencher d'alerte. 200 € ici, 500 € là, mais cohérentes, méthodiques, comme s'il avait planifié exactement combien il pouvait prendre sans que je le remarque. Chaque retrait correspondait à une date que je reconnaissais maintenant. Des réservations d'hôtels, des dîners dans des restaurants coûteux où je n'étais jamais allée, et des virements directement sur le compte de Chloé étiquetés comme prêt d'urgence. Mais c'était plus que ça. J'ai trouvé des relevés de cartes de crédit que je n'avais jamais vus auparavant. Des cartes ouvertes à nos 2 noms en utilisant mes revenus comme vérification. Des cartes que je n'avais jamais autorisées. Des cartes avec le plafond atteintes avec des frais que je ne reconnaissais pas. Mes mains tremblaient pendant que je prenais des captures d'écran de tout. Ce n'était pas seulement de l'infidélité, c'était de la fraude financière. À 8 heures du matin, j'ai appelé ma banque. La femme au téléphone a écouté patiemment pendant que j'expliquais la situation. Des retraits non autorisés, des cartes de crédit que je n'avais pas ouvertes, un conjoint qui volait sur des comptes joints. « Je suis tellement désolée que vous traversiez cela », a-t-elle dit. « Laissez-moi
laissez-moi vous mettre en contact avec notre département des fraudes. À midi, j'avais gelé tous les comptes joints, signalé les cartes de crédit non autorisées et commencé le processus de séparation de nos finances. Chaque euro que Daniel avait pris, chaque frais frauduleux qu'il avait effectué, tout était documenté maintenant, des preuves. Mais je n'avais pas fini de creuser. Je me suis souvenu que l'amie de Chloé, Mara, avait mentionné que Chloé avait toujours envié ma vie. Cela m'a fait réfléchir aux propres finances de Chloé. Elle travaillait dans le marketing, gagnait bien sa vie, mais elle avait toujours vécu légèrement au-dessus de ses moyens. Des vêtements de marque, des voyages coûteux, un appartement qui aurait dû étirer son budget. J'ai ouvert les médias sociaux de Chloé, faisant défiler des mois de publication. Là, une photo d'il y a 4 mois d'elle dans un resort en Grèce. Adaptation de Mexico. La légende, vacances bien méritées. Le tag de localisation, un resort 5 étoiles qui coûte des milliers par nuit. J'ai recoupé les dates. Daniel m'avait dit qu'il était à une conférence de travail la même semaine. Je l'avais même aidé à faire ses valises. Mon téléphone a sonné. « Adam, j'ai trouvé quelque chose », a-t-il dit sans préambule. Chloé cachait de l'argent. J'ai vérifié nos comptes conjoints et il y a des dépôts que je ne peux pas expliquer. Des milliers d'euros au cours des derniers mois de Daniel. « Daniel », ai-je dit. C'est ce que je pense. Emma, j'ai parlé à mon avocat. Ce qu'ils ont fait, l'aspect financier, ce n'est pas seulement une liaison. C'est du vol, détournement de fonds. Nous pourrions porter plainte. La pensée m'a donné des frissons. Le ferais-tu? Honnêtement, j'y pense. Ils nous ont utilisés, Emma. Ils ont planifié tout ça pendant que nous vivions simplement nos vies, en leur faisant confiance. Ils méritent des conséquences. Après avoir raccroché, je suis restée assise avec ces mots. Porter plainte. Transformer cela en une affaire légale, pas seulement personnelle. Une partie de moi voulait cela. Voulait que Daniel et Chloé fassent face à de réelles conséquences, pas seulement à des relations brisées, mais une autre partie de moi voulait juste que tout cela se termine. Mon téléphone a vibré, un message vocal de Daniel. Contre mon meilleur jugement, j'ai écouté. « Emma, s'il te plaît, je sais que tu es en colère, mais si tu me laisses juste expliquer, l'argent n'était pas ce qu'il semble. J'allais tout rembourser, j'avais juste besoin de temps. Chloé traversait des moments difficiles et je l'aidais et ça a dégénéré, mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je t'aime. S'il te plaît, rappelle-moi. » Je l'ai supprimé avant qu'il ne termine. Chaque mot était un mensonge enveloppé dans une excuse. Cet après-midi-là, je suis retournée à l'appartement de Chloé, non pas pour la confronter. J'en avais fini avec les confrontations. J'avais juste besoin de comprendre toute l'étendue de ce qu'ils avaient fait. J'ai utilisé la clé de rechange que j'avais encore, sachant qu'elle serait au travail. À l'intérieur, l'appartement semblait différent à la lumière du jour, moins de mise en scène, plus habité. Je n'étais pas là pour fouiner dans ses affaires personnelles. J'étais là pour une seule chose. La clé de l'unité de stockage de Daniel. Je l'avais vue dans son tiroir à la maison. Une petite clé en laiton avec un numéro qui ne correspondait à aucune serrure que je connaissais. Je lui en avais parlé une fois et il avait dit que c'était pour un casier de travail, mais Daniel n'avait pas de casier de travail. Il travaillait à la maison la plupart du temps. J'ai fouillé l'appartement de Chloé méthodiquement. Tiroir de bureau, armoire de cuisine, commode de chambre, et là, dans sa boîte à bijoux, sous un enchevêtrement de collier, je l'ai trouvée. Une clé assortie avec le même numéro. Mon cœur battait la chamade alors que je la mettais dans ma poche et partais. L'installation de stockage était à la périphérie de la ville, le genre d'endroit qui semblait ne poser aucune question. J'ai trouvé l'unité correspondant au numéro des clés et je l'ai ouverte avec des mains qui n'arrêtaient pas de trembler. À l'intérieur se trouvait un espace soigneusement organisé qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur combien de temps cela avait été planifié. Des boîtes étiquetées de l'écriture de Chloé, des vêtements de marque avec les étiquettes encore dessus, des cadeaux que Daniel lui avait achetés que j'avais payés à mon insu, des reçus d'hôtel remontant à 8 mois, pas 6, un téléphone supplémentaire que je n'avais jamais vu Daniel utiliser, et un dossier. Un épais dossier de manille étiqueté plan B. Je l'ai ouvert avec un sentiment d'effroi. À l'intérieur se trouvaient des documents imprimés, des modèles d'accords de divorce avec mon nom rempli, des calculs financiers montrant comment Daniel diviserait nos actifs, ou plutôt comment il prendrait la plupart d'entre eux, des annonces d'appartements d'il y a 9 mois,
à l'époque où je pensais que notre mariage allait bien. Il y avait même une chronologie écrite de la main de Daniel. Phase 1, établir des finances séparées. Terminé. Phase 2, transférer les actifs progressivement, en cours. Phase 3, sécuriser une nouvelle situation de logement, en cours. Phase 4, demander le divorce, en attente. Je me tenais dans cette unité de stockage froide, fixant le plan manuscrit de mon mari pour détruire ma vie, et quelque chose à l'intérieur de moi a changé. Il ne s'agissait pas d'une liaison. Il ne s'agissait même pas d'amour ou de passion ou de l'une des excuses qu'ils ont essayé de donner. Il s'agissait d'un plan calculé pour prendre tout ce que j'avais. Mon argent, ma maison, ma famille, ma confiance, et me laisser sans rien. Daniel n'était pas tombé amoureux de ma sœur. Il s'était associé avec elle pour me voler à l'aveugle. J'ai pris des photos de tout, chaque document, chaque reçu, chaque preuve. Puis j'ai fermé l'unité, les verrouillé et j'ai conduit directement au bureau de l'avocat que Léna avait recommandé. L'avocate s'appelait Patricia Dubois, adaptation de Patricia Chin, et elle était exactement ce dont j'avais besoin. Tranchante, sans fioritures, et clairement peu impressionnée par les gens qui essayaient de tricher avec le système. J'ai tout étalé sur son bureau, les relevés bancaires, les captures d'écran des messages, la documentation de l'unité de stockage, le dossier plan B. Elle a examiné chaque pièce méthodiquement, son expression devenant plus sombre à chaque page. « Cela va au-delà d'un simple cas de divorce », a-t-elle dit finalement. Votre mari a commis une fraude, des chefs multiples, une utilisation non autorisée de crédit, un vol sur des comptes conjoints, un épuisement intentionnel des actifs matrimoniaux dans l'intention de vous priver de votre part. Pouvons-nous le prouver? Ai-je demandé. Avec ces preuves? Absolument. La question est de savoir jusqu'où vous voulez aller. Des accusations criminelles ou simplement civiles. J'ai pensé à la voix de Daniel sur ce message vocal essayant toujours de me manipuler, au message de Chloé se moquant de ma naïveté, à ce dossier étiqueté plan B où ils avaient cartographié ma destruction comme si c'était juste un autre projet. Je veux tout, ai-je dit doucement. Je veux me protéger, récupérer ce qui m'appartient et m'assurer qu'il ne puisse faire cela à personne d'autre. Patricia a souri sombrement. Alors, commençons. Au cours de la semaine suivante, j'ai suivi les instructions de Patricia à la lettre. Premièrement, j'ai sécurisé tous les actifs restants. J'ai transféré ce qui restait sur nos comptes conjoints vers un compte séparé à mon seul nom, ce qui était complètement légal puisque Daniel les avait épuisés illégalement. J'ai changé tous les mots de passe, sécurisé tous les documents, photographié tout ce que nous possédions. Daniel a essayé de passer à la maison 3 fois. Chaque fois, je n'ai pas répondu à la porte. La 3e fois, il a commencé à crier à travers la fente aux lettres sur le fait que j'étais déraisonnable, que nous devions parler. J'ai enregistré chaque mot. « Continue à faire ça », a dit Patricia quand je lui ai fait écouter l'enregistrement. Il établit un schéma de harcèlement. Cela renforce notre dossier. Adam appelait régulièrement pour prendre de mes nouvelles. Il avait demandé le divorce de Chloé et travaillait avec son propre avocat pour récupérer l'argent qu'elle avait pris. Nous étions devenus des alliés improbables, 2 personnes qui avaient fait confiance à la mauvaise famille. « Je n'arrive pas à croire que nous ne l'ayons pas vu », a-t-il dit lors d'un appel. Tous les signes étaient là, là. Ils se sont assurés que nous ne les verrions pas, ai-je répondu. Cela faisait partie de leur plan. Nous garder à l'aise, nous garder confiants jusqu'à ce qu'ils soient prêts à appuyer sur la gâchette. « Eh bien, ils ont appuyé trop tôt », a dit Adam avec une satisfaction sombre. « Et maintenant, ils vont payer pour ça. Mes parents ont appelé quand ils ont appris le divorce. Maman a pleuré. Papa est resté silencieux pendant longtemps. « Je ne l'ai jamais aimé », a dit papa finalement. Je sais que je ne l'ai jamais dit, mais quelque chose chez Daniel m'a toujours semblé bizarre. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» ai-je demandé. Non pas accusateur, juste curieux. Aurais-tu écouté? Tu l'aimais? Tu étais heureuse ou nous pensions que tu l'étais? J'ai pensé que j'étais peut-être juste un père trop protecteur. Et Chloé? Ai-je demandé doucement. La voix de maman s'est durcie d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Ta sœur n'est pas la bienvenue dans cette maison tant qu'elle ne peut pas s'expliquer, et même là. Je sais qu'elle a toujours été en compétition avec toi, a ajouté papa. Mais ça dépasse toutes les limites. Nous sommes de ton côté, Emma, quoi que tu aies besoin. Leur soutien signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. Pendant si longtemps, je m'étais sentie seule, mais je construisais une équipe maintenant.
Patricia, Adam, mes parents, Lena, des gens qui se souciaient réellement de moi, pas de ce qu'ils pouvaient me prendre. Daniel a laissé un autre message vocal. Celui-ci était différent, en colère au lieu d'être suppliant. « Tu es vindicative, Emma. Geler les comptes? Vraiment? C'est notre argent, pas seulement le tien. Mon avocat dit que tu ne peux pas faire ça. Tu vas regretter d'avoir rendu ça difficile. » Je l'ai fait écouter à Patricia, qui a ri. Son avocat a dit « Vous ne pouvez pas protéger vos propres actifs de quelqu'un qui commet une fraude. Il a besoin d'un meilleur avocat. Sauve cet enregistrement. Sa colère montre son vrai caractère maintenant. » 2 semaines après avoir trouvé l'unité de stockage, j'ai reçu les papiers de divorce que Daniel avait déposés. Son avocate réclamait 50% de tout, la maison, les économies, les comptes de retraite. Il voulait une pension alimentaire. Il voulait que je paye ses frais de justice. Patricia les a lus et a secoué la tête. « Il a un sacré culot. Laisse-moi m'en occuper. » Sa réponse a été dévastatrice. Elle a exposé chaque frais frauduleux, chaque retrait non autorisé, chaque mensonge que Daniel avait dit. Elle a inclus des copies du dossier Plan B, des reçus d'hôtel, des messages se moquant de moi, et elle a exigé la pleine restitution, plus les dommages et intérêts. « Nous ne transigeons pas, » m'a dit Patricia. « Nous allons au tribunal et nous allons gagner. » J'ai commencé à tout documenter dans un journal. Date, heure, interaction, tentative de contact, chaque preuve qui montrait le caractère et les intentions de Daniel. Patricia a dit que c'était peut-être excessif, mais je m'en fichais. Je voulais un dossier en béton. Lentement, j'ai senti mon pouvoir revenir. Pas le pouvoir que j'avais dans mon mariage, qui n'était qu'une illusion. Le vrai pouvoir. Le pouvoir de connaître la vérité et d'avoir les preuves pour la prouver. Le pouvoir d'avoir des gens qui me soutenaient réellement au lieu de m'utiliser. Chloé a essayé d'appeler une fois. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. « Emma, s'il te plaît, tu es ma sœur. Nous devons parler de ça. Je sais que tu es en colère, mais tu mets tout le monde contre moi. Maman et papa ne veulent même pas me parler. Pouvons-nous au moins essayer de régler ça? Je n'ai pas rappelé. Il n'y avait rien à régler. Elle avait fait son choix. Un soir, je suis passée devant la maison que Daniel et moi avions achetée ensemble. Notre maison. Ma maison maintenant, si Patricia parvenait à ses fins. Je me suis assise dans la voiture en regardant les fenêtres, me souvenant du jour où nous avions emménagé. À quel point j'avais été heureuse. À quel point j'étais pleine d'espoir pour notre avenir. Cette femme me semblait étrangère maintenant. Elle avait été naïve, confiante, prête à négliger les signaux d'alarme parce qu'elle voulait croire en l'amour. Je n'étais plus elle. Je ne pouvais pas me permettre de l'être. Je me suis éloignée de la maison et n'ai pas regardé en arrière. 3 semaines avant l'audience au tribunal, Chloé s'est présentée à la maison de mes parents pendant le dîner du dimanche. J'étais là avec Lena, essayant de maintenir une certaine normalité dans ma vie. Lorsque Chloé est entrée sans frapper, la pièce est devenue silencieuse. Elle avait l'air terrible. Cheveux non lavés, vêtements froissés, yeux rouges et gonflés. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. « Emma » a-t-elle dit, sa voix se brisant immédiatement. « S'il te plaît, tu dois m'écouter. C'est tout un malentendu. Daniel et moi, nous n'avons jamais voulu te faire de mal. C'est juste arrivé. Et maintenant, tu mets tout le monde contre moi et je ne peux plus. Je ne peux plus faire ça. »« Sors » a dit maman doucement. Chloé l'a ignorée, marchant vers moi. « Tu es ma sœur. Tu me connais. Tu sais que je n'essaierai pas délibérément de te faire du mal. J'ai fait une erreur. Oui, mais la façon dont tu me traites. »« Arrête » ai-je dit. Ma voix est sortie plus calme que ce que je ressentais. « Arrête, Chloé. »« Mais tu ne comprends pas? » ?»« Je comprends parfaitement. » J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran qu'Adam m'avait envoyées. « Je comprends que toi et Daniel vous moquiez de moi derrière mon dos. Je comprends que tu l'as aidé à me voler. Je comprends que tu as planifié cela pendant des mois tout en prétendant être ma sœur. » Son visage est devenu pâle. Ces messages, ils sont hors contexte. Le sont-ils? Je me suis levée, la faisant face. Alors, explique le contexte où elle est si naïve, est en quelque sorte bienveillant. Explique comment Emma est hors jeu, n'est en quelque sorte pas planifiée de détruire ma vie.
Je n'ai jamais. Elle a regardé autour de la pièce désespérément, cherchant un allié. Elle n'en a trouvé aucun. Maman et papa étaient impassibles. Léna regardait avec un mépris froid. « Montre-leur le dossier », a dit Léna doucement. « Le dossier plan B. J'ai affiché les photos sur mon téléphone. La chronologie manuscrite de Daniel, les modèles de divorce, les calculs financiers. » Les yeux de Chloé se sont écarquillés quand elle les a vus. « Tu as gardé les preuves de ton propre crime, » ai-je dit, dans une unité de stockage que tu partageais avec Daniel. Une unité de stockage à laquelle j'ai maintenant accès. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as planifié. J'ai des preuves. Chloé s'est assise lourdement sur le canapé, toute combativité s'épuisant. « Emma, s'il te plaît, si tu vas jusqu'au bout, les démarches légales, je pourrais tout perdre. Mon travail, ma réputation. Tu aurais dû y penser avant, » a dit maman sèchement, « avant de trahir ta propre sœur. » Mais elle est vindicative. Les larmes de Chloé se sont transformées en colère. Elle a gelé Daniel hors de leur compte. Elle prend tout dans le divorce. Elle met tout le monde contre moi. Elle se protège, a interrompu papa, de 2 personnes qui ont essayé de la voler. Tu n'as pas le droit de jouer la victime ici, Chloé. Je suis ta fille aussi. Alors agis comme la sœur d'Emma, a dit maman froidement. Tant que tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas la bienvenue ici. Chloé m'a regardée une dernière fois, le mascara coulant sur ses joues. J'espère que tu es heureuse. Tu as détruit ma vie. Non, ai-je dit doucement. Tu as détruit ta propre vie. J'ai juste t'empêché de détruire la mienne. Elle est partie, claquant la porte derrière elle. Le silence qui a suivi était lourd, mais pas inconfortable. Papa a tendu la main et m'a serré la main. « Je suis fière de toi », a-t-il dit simplement. Le coup suivant est venu d'une direction inattendue. Daniel a perdu son travail. Adam m'a envoyé un texto avec la nouvelle. L'entreprise de Daniel l'a viré. Son patron m'a appelé pour vérifier quelques dates. Je suppose que quelqu'un les a informés qu'il mentait sur les voyages de travail. Ils ont enquêté et ont découvert qu'il falsifiait également les notes de frais. J'ai fixé le message, ressentant un mélange complexe de satisfaction et de culpabilité. Satisfaction parce qu'il méritait des conséquences. Culpabilité parce que je ne voulais pas être le genre de personne qui célébrait la chute de quelqu'un d'autre. Mais ensuite, je me suis souvenu du dossier plan B. Comment il avait calculé exactement comment me laisser sans rien. La culpabilité s'est évaporée. « Bien », ai-je répondu. Le message suivant d'Adam m'a fait rire aux éclats. Chloé m'a appelé en pleurant, me suppliant de la reprendre. Elle a dit que Daniel ne pouvait plus la soutenir et qu'elle était en retard sur le loyer. Je lui ai dit d'appeler sa sœur pour obtenir de l'aide. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quand elle m'a raccroché au nez, je pouvais l'imaginer parfaitement. Chloé, réalisant que son grand plan s'était effondré, que l'aventure qu'elle pensait mener au bonheur l'avait plutôt laissée seule et en difficulté. Une partie de moi voulait se sentir mal pour elle. Cette partie devenait plus petite chaque jour. 2 semaines avant le tribunal, l'avocat de Daniel a demandé une réunion de règlement. Patricia a levé un sourcil quand elle me l'a dit. Ils ont peur? Elle a dit qu'ils savaient que nous avions un dossier en béton. Ils veulent s'entendre avant que cela n'aille au procès et ne devienne un dossier public. Qu'est-ce que c'est qu'ils offrent? Ils vont tout partager 50-50 si vous acceptez de ne pas poursuivre les accusations de fraude. Je n'ai même pas eu à y penser. Non. Êtes-vous sûr? Un procès pourrait devenir salissant. Je suis sûre. Ils ont planifié de tout me prendre. Ils n'ont pas le droit de négocier maintenant qu'ils sont pris. Patricia a souri. Bien, j'espérais que vous diriez cela. La semaine avant le tribunal, Daniel s'est présenté à mon bureau. La sécurité m'a appelé avant de le laisser monter, demandant si je voulais qu'il le retire. J'ai failli dire oui, mais quelque chose m'a fait leur dire de le faire monter. Il avait l'air terrible, pire que Chloé. Ses vêtements pendaient lâchement comme s'il avait perdu du poids. Son visage était tiré et pâle. Quand il m'a vue, quelque chose dans son expression s'est effondré. « Emma » a-t-il dit. « S'il te plaît, pouvons-nous juste parler ?»« 5 minutes. C'est tout ce que je demande. »« Parle » ai-je dit, ne bougeant pas de mon bureau. Il s'est assis lourdement sur la chaise en face de moi. « Je sais que tu me détestes. Je sais que j'ai foiré, mais l'affaire au tribunal, Emma, si ça va au procès, je perdrai tout. Ma réputation, ma carrière. »« Tu as déjà perdu ta carrière, » ai-je souligné. « À cause de toi. » Les mots ont jailli de lui, en colère et désespéré.
Tu as dit à mon patron pour les voyages de travail. Tu m'as fait virer. Tu détruis ma vie. Je n'ai rien dit à ton patron, ai-je dit calmement. Mais je suis contente que quelqu'un l'ait fait. Il m'a fixée. Tu es vraiment devenue vindicative. Non, je suis devenue prudente. Il y a une différence. Tu as essayé de me voler, Daniel. Tu l'as planifié pendant des mois. Tu t'es associé à ma sœur pour me voler systématiquement et détruire ma vie. Et maintenant que tu fais face aux conséquences, tu veux me blâmer d'être vindicative. Ça ne devait pas se passer comme ça, a-t-il dit, et il avait l'air vraiment triste. Chloé et moi, nous pensions qu'une fois que nous serions ensemble, une fois que tout cela serait terminé, nous serions heureux. Mais tout s'est effondré si vite. Parce que c'était construit sur des mensonges, ai-je dit. Tu ne peux rien construire de réel sur la trahison. Il m'a regardé pendant un long moment. Je t'ai aimé une fois, tu sais, au début. Peut-être, ai-je reconnu. Mais tu as arrêté bien avant que je ne le remarque. Et au lieu d'être honnête, au lieu de simplement partir, tu as décidé de me détruire d'abord. Ce n'est pas de l'amour, Daniel. Ce n'est même pas proche. Il est parti sans un mot de plus. Je l'ai regardé partir, ne ressentant rien d'autre que le soulagement de ne jamais avoir à le revoir en dehors d'une salle d'audience. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Stérile et froide avec des lumières fluorescentes qui rendaient tout légèrement irréel. Daniel était assis avec son avocat, ne me regardant pas. J'étais assise avec Patricia, me sentant étonnamment calme. Le juge a examiné les preuves méthodiquement. Patricia a tout présenté. Les relevés bancaires montrant des retraits non autorisés, les cartes de crédit ouvertes à mon nom, la documentation de l'unité de stockage, les messages où Daniel et Chloé s'étaient moqués de moi et avaient planifié ma chute. L'avocat de Daniel a essayé de faire valoir que l'argent était destiné à des dépenses communes, que les cartes de crédit étaient un malentendu, que les messages étaient sortis de leur contexte. Mais à chaque excuse, Patricia produisait calmement plus de preuves qui le contredisaient. Le dossier Plan B a été le tournant. Lorsque le juge a vu la chronologie manuscrite de Daniel pour épuiser nos actifs avant de demander le divorce, son expression s'est durcie. Cela montre une intention claire de frauder, a dit le juge. Ce n'est pas un malentendu ou un différend conjugal, c'est un vol calculé. L'avocat de Daniel n'a eu aucune réponse à cela. La décision est tombée de manière décisive. J'ai gardé la maison, tous les actifs conjoints restants et mes comptes de retraite. Daniel a été condamné à rembourser chaque euro qu'il avait retiré ou facturé frauduleusement, plus les dommages et intérêts. Le juge a également émis une ordonnance restrictive empêchant Daniel de me contacter en dehors des canaux légaux officiels. De plus, le juge a ajouté « Je renvoie cette affaire au procureur de la République pour examen d'éventuelles accusations pénales. » Le visage de Daniel est devenu blanc. Son avocat a immédiatement commencé à parler d'appel, mais le juge l'a interrompu. « Vous pouvez faire appel si vous voulez, avocat, mais la preuve parle d'elle-même. Votre client s'est engagé dans un schéma de vol et de fraude. Il a de la chance que la plaignante ne pousse pas elle-même pour des poursuites pénales. » À l'extérieur du palais de justice, Adam attendait. Il avait également gagné son procès contre Chloé. Il lui avait été ordonné de rembourser l'argent qu'elle avait pris et elle avait perdu sa réclamation sur tous les actifs partagés. « Nous l'avons fait, » a-t-il dit, me tirant dans un câlin. « Nous l'avons vraiment fait. »« Oui, » ai-je dit, et j'ai senti le poids qui m'avait écrasé pendant des mois enfin se lever. « Nous l'avons fait. » Au cours des semaines suivantes, ma vie a lentement pris forme. J'ai repeint la maison, changeant les couleurs que Daniel avait choisies, rendant l'espace mien. Je me suis reconnectée avec des amis que j'avais laissés s'éloigner pendant mon mariage. J'ai recommencé à courir, quelque chose que j'avais aimé avant que Daniel ne se plaigne, que cela prenait trop de temps loin de lui. Chloé est partie tranquillement. J'ai appris par des amis de la famille qu'elle avait pris un emploi dans une autre région, essayant de reconstruire sa vie loin du scandale. Je n'ai rien ressenti à ce sujet, ni bonheur, ni tristesse, juste une reconnaissance sourde qu'elle était partie. Daniel a envoyé un dernier message par l'intermédiaire de son avocat, une lettre d'excuses. Je l'ai lue une fois. Elle était pleine d'excuses et de justifications déguisées en regrets. Je l'ai classée sans répondre. Certaines choses ne méritaient pas de réponse. 6 mois après le procès, je me suis assise dans mon salon, dans ma maison, entourée de meubles que j'avais choisis, et j'ai réalisé que je me sentais heureuse.
pas le bonheur naïf que j'avais ressenti lorsque j'étais mariée, construit sur des mensonges confortables. Le vrai bonheur gagné en survivant à quelque chose de terrible et en sortant plus forte. Lena était venue dîner, apportant du vin et des histoires sur ses derniers désastres de rencontres. Nous avons ri jusqu'à ce que nos estomacs nous fassent mal. Mal, la façon dont je n'avais pas pu rire quand j'étais mariée. « Tu sais ce qui est fou ?» a-t-elle dit pendant que nous rangions. « Tu ressembles plus à toi-même maintenant que tu ne l'étais avant que tout cela n'arrive. Que veux-tu dire? » Tu t'éteignais toujours pour Daniel, te rendant plus petite, plus silencieuse, plus pratique. Maintenant, tu es juste toi, pleinement toi. C'est bon à voir. J'y ai réfléchi après son départ. Elle avait raison. Je m'étais rendue plus petite, essayant de m'adapter à la forme de la femme que Daniel voulait. J'avais perdu des morceaux de moi sans même le remarquer, des hobbies que j'avais arrêtés, des amis dont je m'étais éloignée, des rêves que j'avais mis de côté. Maintenant, je récupérais tout cela et je découvrais de nouvelles parties aussi. J'avais recommencé à peindre, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université. J'avais rejoint un club de lecture. J'étais même sortie avec quelques rendez-vous, rien de sérieux encore, mais la possibilité de le faire était excitante plutôt que terrifiante. Un soir, je suis passée devant l'unité de stockage où j'avais trouvé le dossier plan B. Sur un coup de tête, je me suis arrêtée et je suis entrée. L'unité était vide maintenant. Patricia avait nettoyé tout ce dont nous avions besoin pour l'affaire au tribunal. Je me suis tenue dans l'espace vide, me souvenant du choc et de l'horreur que j'avais ressenti lorsque j'avais ouvert ce dossier pour la première fois. À quel point je m'étais sentie petite et impuissante, voyant leurs plans pour me détruire exposée en noir et blanc. Mais debout là maintenant, je ne me sentais pas petite. Je me sentais forte. Ils ont essayé de me briser. Et j'ai survécu. Plus que survécu, j'avais gagné. J'ai verrouillé l'unité pour la dernière fois et je suis rentrée chez moi alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. « Dîner du dimanche. Ton père prépare ses célèbres lasagnes. » J'ai souri et j'ai répondu. « Je serai là. » À la maison, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise près de la fenêtre, regardant le quartier s'installer pour la soirée. Il y a un an, j'aurais attendu que Daniel rentre à la maison, me demandant pourquoi il était encore en retard, repoussant l'anxiété que quelque chose n'allait pas. Maintenant, je connaissais la vérité. Quelque chose n'allait pas, mais ce n'était pas moi. J'ai levé mon verre à mon reflet dans la fenêtre qui s'assombrissait. « Tu n'as pas pris ma vie ?» ai-je chuchoté. « Tu as juste fait de la place pour que je la reconstruise. Et cette fois, je la construisais pour moi-même. Pas de compromis, pas de me rendre plus petite, pas de confiance aveugle. Juste moi, forte et entière, et enfin libre. » La maison s'est installée autour de moi avec des craquements confortables et des soupirs. Dehors, le monde continuait. Les gens vivaient leur vie, faisaient leurs choix, construisaient leurs avenirs. Et à l'intérieur, je faisais la même chose. J'avais perdu mon mari et ma sœur, mais j'avais trouvé quelque chose de plus précieux, moi-même. La femme que j'étais censée être, non filtrée par les attentes ou les mensonges de quelqu'un d'autre. Demain, je me réveillerai dans ma maison, ferai du café dans ma cuisine et commencerai un autre jour de ma vie, une vie qui était enfin vraiment la mienne. Et cela valait plus que tout ce que Daniel et Chloé avaient essayé de me prendre. J'ai fini mon vin et je suis allée me coucher, dormant profondément d'une manière que je n'avais pas faite depuis des mois. Pas de cauchemar, pas d'anxiété. Juste la paix parce que j'avais gagné. Non pas parce qu'un juge l'avait dit, ou parce que Daniel avait perdu son travail, ou parce que Chloé avait quitté la ville. J'avais gagné parce que j'avais survécu à leur trahison et que j'en étais sortie plus forte. Je m'étais protégée, je m'étais battue pour moi-même et je m'étais reconstruite. Et à la fin, c'était la seule victoire qui comptait vraiment. Si quelqu'un que vous aimiez planifiait secrètement de détruire votre vie, auriez-vous vu les signes avant qu'il ne soit trop tard? Aimez cette vidéo si l'histoire d'Emma a résonné avec vous et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, de résilience et de justice.